Bonjour à tous, Yann Philippe, je suis sous-directeur à l'Agence française anticorruption et j'ai le privilège et l'honneur d'animer cette première table ronde, puisqu'après ces premiers propos introductifs, est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est mieux. Alors, ok, il faut coller le micro à la bouche. Après des premiers propos introductifs vraiment très encourageants et très incitatifs, nous allons essayer de travailler ensemble et de réfléchir ensemble sur à la fois l'état de l'art dans le déploiement des dispositifs d'alerte au sein des administrations publiques et puis éventuellement dessiner quelques perspectives. Pour faire cela, je suis accompagné de Madame Hélène Martin. Elle est sous-directrice de la synthèse statutaire des politiques territoriales et des partenariats à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique et également référente déontologue, inspectrice générale de l'administration. Elle a auparavant occupé les fonctions d'adjointe à la sous-directrice des compétences et des institutions locales à la Direction générale des collectivités territoriales. Diplômée de Sciences Po Rennes et de l'Institut national des études territoriales, elle a commencé sa carrière à la région Poitou-Charentes. Également, dans l'ordre, Monsieur Jean-Michel Gentil, chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, diplômé de l'École nationale de la magistrature. Il a débuté à l'instruction à Dunkerque, puis Nanterre, puis la Corse. En 2004, il est nommé vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, affecté à la GIRS, avant d'occuper ses fonctions à Lille, puis à Paris. En 2022, il est nommé adjoint au chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, et puis en 2023, chef de cette même inspection. Madame Julia Di Ciccio, elle est sous-directrice des affaires juridiques internes au sein de la Direction générale de l'administration et de la modernisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Après avoir débuté son parcours en tant que secrétaire des Affaires étrangères, elle a rejoint en 2018, à la sortie de l'ENA, la Direction générale de l'administration de la fonction publique DGAFP, bien représentée donc autour de cette table. Durant cette période, elle suit également la mise en place des premiers référents déontologues et alertes dans la fonction publique d'État. Après une mobilité à la Cour des comptes, elle retourne au ministère des Affaires étrangères où elle conseille les autorités compétentes du ministère dans le traitement de tout fait répréhensible, tant sur les plans disciplinaires que pénal. Et enfin, Madame Untermaier-Kerléo, maîtresse de conférences de droit public à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Madame Untermaier-Kerléo est référente déontologue, bien connue, désignée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône de plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle préside le comité de déontologie et d'éthique de la métropole européenne de Lille. Elle est également présidente de l'association des référents déontologues territoriaux et elle publie régulièrement des études sur le fonctionnement de l'administration et la déontologie publique et assure des formations destinées aux agents publics et aux étudiants sur ces thèmes. Et enfin, vous êtes membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Désolé pour ces longues présentations, mais merci à tous les quatre d'être présents aujourd'hui avec nous. Et sans plus parler, je vais laisser la parole à Madame Martin, peut-être pour un premier point, puisque la DGAFP a un rôle normatif sur ces sujets d'alerte interne. Et à ce titre, vous êtes intervenu sur la transposition dans le droit français de la directive européenne sur l'alerte dont on a déjà parlé, et peut-être vous demander en premier propos quel regard vous portez aujourd'hui sur ce dispositif et sur son déploiement au sein des administrations de l'État. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier Madame Gégouzeau pour son invitation au colloque et puis le ministère de la Justice pour son accueil. Donc, comme vous le savez, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique donc, est DRH de l'État et responsable des politiques RH pour l'ensemble des versants de la fonction publique et a en charge la coordination des actions en matière de respect de la déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique. Donc à ce titre, elle anime le réseau des référents déontologues ministériels qui sont également référents alerte ministériels. Donc réseau de haut niveau qui nous appuie dans la conception et la mise en œuvre des politiques relatives à la déontologie. Et certains sont présents aujourd'hui et je les salue. Et la DGAFP a également développé un partenariat très étroit et précieux avec la FA et avec l'HATVP sur l'ensemble des sujets de déontologie. Donc merci beaucoup de me donner l'opportunité d'intervenir sur un sujet qui est très important pour la DGAFP.
Donc, comme vous le savez, l'adoption de la directive européenne de 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union a nécessité de modifier le cadre législatif posé par la loi Sapin II de décembre 2016. Et donc, tel a été l'objet de la loi Wesermann de 2022 qui vise à améliorer très concrètement la protection des lanceurs d'alerte. Donc, la DGAFP a effectivement été associée aux travaux d'élaboration de cette loi et de son décret d'application, dont le maître d'œuvre, et je tiens à le souligner, a été le ministère de la Justice. La DGAFP a en outre élaboré une nouvelle circulaire, je pense que vous en avez eu connaissance, remplaçant celle de juillet 2018. Et ce travail a été fait en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Et je tiens à le préciser. Donc le ministère de la Justice, bien évidemment, les services ressources humaines des ministères, les référents alertes ministériels, la Direction générale des collectivités locales, la Direction générale de l'offre de soins et le ministère des Armées pour prendre en compte les spécificités issues des versants territoriaux hospitaliers de la fonction publique, mais aussi pour les militaires, et puis bien évidemment l'AFA et la défenseur des droits. Donc cette circulaire, qui est datée de juin 2024, présente le cadre juridique rénové applicable aux lanceurs d'alerte dans la fonction publique, les modalités très concrètes de recueil des signalements et leur traitement, et bien évidemment les garanties et les protections dont bénéficient les agents publics dans ce cadre. Elle s'adresse prioritairement aux services RH, chargés de mettre en œuvre la procédure d'alerte interne. Et elle comporte aussi, c'était une nouveauté et une demande forte, une annexe qui précise l'articulation entre l'obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, et puis la possibilité de signalement ouverte au titre du dispositif d'alerte. Et donc, sur la base de l'ensemble de ce corpus normatif, donc, qui a été conçu avec l'ensemble des parties prenantes, il appartient à chaque ministère, au sein de la fonction publique de l'État, de déployer et de faire vivre le dispositif d'alerte interne. Alors, quel bilan ? La loi Wesermann a sans conteste amélioré le dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Tout d'abord en élargissant la définition du lanceur d'alerte et le champ des personnes protégées à certains tiers, ce qui était important. En supprimant la hiérarchie entre les canaux de signalement internes et externes, là aussi c'est un point très significatif, en renforçant les mesures de protection des lanceurs d'alerte, et pour ce qui est de la procédure de signalement interne, en élargissant le vivier d'accès et en encadrant mieux la procédure. Des mesures, bien évidemment, ont été prévues afin de promouvoir la procédure interne d'alerte, notamment l'obligation pour les entités qui sont obligées d'établir cette procédure d'en assurer une publicité suffisante en interne par tout moyen, de manière à la rendre accessible de manière permanente aux personnes concernées. Ça, c'est un véritable enjeu. Et puis l'obligation pour les autorités externes de signaler sur leur site internet l'existence des procédures internes et d'inviter les auteurs d'un signalement à faire ce signalement en interne s'ils remplissent les conditions pour y avoir recours, ne sont pas exposés à des risques de représailles, bien évidemment, et si il n'existe pas de risque de destruction de preuves. Alors, au sein de la fonction publique de l'État, les référents alertes ont été désignés à l'échelon ministériel et directionnel. En tout cas, c'est le retour que l'on a. Au niveau ministériel, donc, comme je vous le disais, le choix a été fait de mutualiser les fonctions de référent déontologue ou de collège de déontologie avec celles de référent alerte. Donc, les collègues référents déontologues ministériels sont tous également référents alerte, ou les collèges de déontologie. Les ministères ont également, selon les informations dont nous disposons, instauré tous une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Il ressort toutefois tant des remontées des ministères en 2022, lorsqu'on les a réunis pour réfléchir à la nouvelle procédure, que des retours faits récemment par plusieurs référents alertes ministériels, et je tiens à les remercier pour ce faire, des marges de progression sur lesquelles nous devons collectivement travailler au sein de la fonction publique de l'État. Tout d'abord, c'est incontestable, les agents ne se sont pas encore pleinement approprié le dispositif d'alerte interne. Ils le connaissent mal et l'utilisent peu. À titre d'exemple, le collège de déontologie du ministère de la Culture n'a reçu et traité depuis mai 2020 que 2 signalements. Par ailleurs, le principe posé par la loi de l'exclusion, comme vous le savez, du régime des lanceurs d'alerte lorsqu'il existe un dispositif spécifique de signalement peut être source de complexité. Et il s'avère ainsi que de nombreuses saisines ne relèvent pas en fait du régime des lanceurs d'alerte internes
et sont donc déclarés irrecevables. À titre d'exemple, le référent alerte du ministère de l'Intérieur a été saisi 9 fois au cours des 18 derniers mois et un seul de ces signalements a été jugé recevable. De même, le collège de déontologie du ministère de la Justice, représenté aujourd'hui, a traité 6 saisines depuis 2021 qui ont toutes été finalement déclarées irrecevables. Par ailleurs, plusieurs référents alertes ministérielles ont fait part de difficultés rencontrées pour protéger l'anonymat de l'auteur du signalement durant la phase de traitement de l'alerte. Or, comme vous le savez, la garantie de la confidentialité de l'auteur est un élément essentiel de la protection des lanceurs d'alerte et une condition sine qua non pour que les agents aient confiance dans ce dispositif. Donc finalement, comme l'a indiqué Madame la Ministre en introduction, il ne suffit pas d'instaurer un dispositif d'alerte, encore faut-il qu'il soit connu et crédible, ce qui suppose une action positive des acteurs publics en termes de communication, de recueil, de traitement et de protection. Un effort d'information et de pédagogie s'avère donc nécessaire pour mieux faire connaître le dispositif et les mesures de protection associées. Et cela rejoint d'ailleurs les mesures du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2025-2029, qui vise notamment à renforcer la connaissance par tous les personnels des administrations des dispositifs d'alerte et à garantir la confidentialité de leur traitement, donc, comme l'a rappelé l'adjointe à la défenseure des droits. Dans ce contexte, la DGAFP a prévu de créer un groupe de travail avec les référents déontologues et alertes ministérielles, donc consacrés au dispositif d'alerte interne, afin de partager le bilan de ce dispositif et de proposer d'éventuelles pistes d'amélioration. Ces travaux ont vocation à nourrir les échanges avec les versants territoriaux et hospitaliers de la fonction publique, bien évidemment. Et ils s'appuieront sur les travaux d'aujourd'hui. Et plus largement, et je tiens à le préciser aussi, c'est un point important, dans le cadre de l'agenda social, nous avons engagé à la DGAFP un cycle de discussion avec les employeurs des 3 versants de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives au sein du Conseil commun de la fonction publique sur la protection des agents publics face aux violences multiples et variées qu'ils peuvent rencontrer au travail, et cela sur l'ensemble des aspects, donc prévention, détection, accompagnement et protection, ainsi que sanctions systématiques des comportements et des actes violents. Et donc, nous espérons qu'à travers ce groupe de travail avec les référents déontologues et alertes ministérielles d'une part, et avec les employeurs des 3 versants et les organisations syndicales, nous serons en mesure déjà de partager le bilan de ce dispositif. Et puis, si face au constat de la difficulté qu'ont les agents publics à se l'approprier, de pouvoir proposer à nos autorités politiques et à l'ensemble des partenaires concernés des pistes d'amélioration. Merci beaucoup, Madame Martin, pour votre propos à la fois clair et concis. Vous avez indiqué que chaque ministère doit déployer et faire vivre ce dispositif. Du coup, je vous propose peut-être de donner la parole à Madame Di Ciccio pour que vous puissiez nous présenter concrètement au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères comment vous réussissez à faire vivre ce dispositif finalement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la FA pour cette invitation et l'organisation de ce colloque. Alors effectivement, l'objectif de mon intervention est d'illustrer par un regard concret et opérationnel ce que fait le ministère des Affaires étrangères au quotidien dans les actions de mise en conformité sur les sujets d'intégrité, avec des difficultés d'application et d'appropriation difficiles au quotidien, puisque, comme vous l'avez à juste titre rappelé, il y a un corpus juridique qui est peu simple à appréhender, et notamment des dispositifs de signalement qui coexistent. On y reviendra sans doute à l'occasion de cette table ronde. Je le dis d'autant plus librement après être passé effectivement de l'autre côté du miroir et avoir travaillé à la DGAFP au moment de la transposition de la directive et de la mise en place des référents alertes. Alors je voudrais articuler ma première intervention autour de 2 idées. Pourquoi d'abord une feuille de route intégrité au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et ensuite en quoi elle renforce effectivement la culture du signalement et de l'alerte interne. Alors nous sommes partis au ministère des Affaires étrangères d'un double constat.
D'abord, et la ministre l'a rappelé en introduction, que la lutte contre la corruption dans le monde est l'un des éléments centraux de la politique étrangère de la France, et que pour porter ses engagements devant les différentes instances internationales, les agents du ministère, les diplomates, se devaient eux-mêmes d'être exemplaires en toutes circonstances et donc d'exercer leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Et le deuxième constat, et ça je crois qu'on le fait de manière transversale, quelle que soit l'administration ou la fonction publique, il y a des attentes très fortes de la part de notre société en matière d'exemplarité des agents publics qui font vivre au quotidien la fonction publique et qui sont les porteurs et la colonne vertébrale du service public. C'est donc la raison pour laquelle la secrétaire générale a lancé il y a 1 an cette feuille de route intégrité. Alors je précise que le ministère des Affaires étrangères ne partait pas de zéro. Nous sommes l'un des premiers ministères à s'être doté d'un guide de déontologie dès 2011. Et quelque part, cette feuille de route était un peu, nous permettait d'être précurseurs par rapport au plan national de lutte contre la corruption, puisque c'est l'une des mesures que vous avez sans doute vues dans l'axe premier qui incite les administrations à se doter d'outils et d'un référent probité. Donc nous sommes quelque part un peu précurseurs en la matière. Donc cette feuille de route s'inscrit dans l'agenda de transformation qui est piloté par le directeur général de l'administration et de la modernisation et a pour objectif justement de renforcer au jour le jour cette culture de l'intégrité dans l'ensemble du réseau diplomatique, consulaire et culturel, avec une dimension, je l'ajoute, managériale très forte, puisque les dirigeants du ministère sont en effet plus que jamais soumis à cette exigence d'exemplarité, a fortiori lorsqu'ils sont en poste à l'étranger, puisqu'ils représentent la France. Donc il y a cette attente très forte de la part de nos dirigeants, de nos cadres dirigeants du ministère, et d'autre part, ils sont aussi les garants au quotidien du respect des obligations de probité et de déontologie plus largement pour tous les agents qui sont placés sous leur autorité. Donc voilà, il y a cette dimension managériale très forte dans cette feuille de route intégrité. Elle s'articule autour de 3 axes. Vous avez un premier axe sur la gouvernance avec l'institution d'un comité éthique qui se réunit 2 fois par an, qui est présidé par la secrétaire générale, et elle le réunira mercredi prochain, et nous aurons la chance d'avoir la directrice générale, directrice de l'Agence française anticorruption comme grand témoin de ce 2e comité d'éthique. Nous avons un 2e axe sur la prévention des risques, et enfin un dernier axe sur le traitement des signalements et des faits répréhensibles. Alors j'en viens à votre question qui était en quoi finalement cette feuille de route intègre les sujets alerte interne. Alors nous avons construit cette feuille de route avec le référent déontologue autour d'un point de bascule qui est la commission des faits répréhensibles qui peuvent donc entrer dans le champ de l'alerte Sapin 2. Avec une phase en amont et une phase en aval. Je m'explique. En amont, donc c'est-à-dire avant la commission de tout fait d'atteinte à la probité, nous sommes dans un volet essentiellement préventif. Ici, l'objectif, c'est vraiment finalement de réduire ou d'éviter les situations à risque et d'atteinte à la probité, et donc finalement éviter que ces faits ne soient activés par le mécanisme de l'alerte interne. Alors, je voudrais citer 3 actions très concrètes. La première action qui a été mise en place, c'est l'identification des risques. Le ministère s'est doté d'une cartographie ministérielle des risques déontologiques et de probité avec la définition de 12 filières métiers, la filière culturelle, la filière politique, la filière consulaire, la filière administrative par exemple, avec un angle d'attaque pour cibler les points de fragilité sur les questions de conflit d'intérêts, les questions d'atteinte à la probité ou bien les questions d'impact ou de sensibilité particulière pour l'image du ministère et de la France. Deuxième action, c'est effectivement s'assurer de la prise de connaissance effective des obligations pour chaque agent contractuel comme titulaire qui rentre au ministère des Affaires étrangères. Et donc, nous avons élaboré un mémento de l'intégrité qui rappelle très succinctement les différentes obligations en termes d'intégrité, mais plus largement en termes d'obligations professionnelles, y compris par exemple sur la discrétion professionnelle, puisque c'est un ministère où on traite beaucoup d'informations sensibles. Et donc, ça fait partie aussi des questions d'atteinte, des questions de probité
et d'intégrité plus largement. Enfin, donc ce même taux donne lieu à la signature d'une attestation à la prise de poste pour montrer que l'agent a bien eu connaissance de ces différentes obligations. Et troisième action, c'est la formation et la sensibilisation des agents. Je donnerai simplement un exemple concret. Cette semaine est consacrée au ministère des Affaires étrangères à une semaine de l'intégrité. Et donc, nous organisons toute une série d'événements avec des interlocuteurs extérieurs, la Cour des comptes, le Parquet national financier, la HATVP, l'AFA, et qui permet justement de sensibiliser durant cette semaine aux différentes problématiques. Nous avons réuni vendredi dernier un webinaire avec tous les agents consulaires qui sont en poste dans les consulats pour leur faire une petite session de formation à partir de cas pratiques que nous avions vus au disciplinaire ou au pénal. Donc nous avons bien sûr anonymisé les différents cas pratiques, mais voilà, l'idée c'était de pouvoir utiliser ces cas réels pour faire preuve de pédagogie. Donc là, c'était vraiment le volet en amont, la prévention. Ensuite, on bascule après la commission d'éventuels faits répréhensibles. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de s'assurer de la détection, du signalement, du traitement et, le cas échéant, de la sanction des atteintes aux obligations de probité. Alors, je souhaiterais là aussi illustrer mon propos par 3 actions. D'abord, la création d'une véritable culture du signalement et d'alerte interne. Alors, ça passe notamment par le toilettage de notre arrêté ministériel, puisque nous attendions avec impatience la circulaire de la DGFP qui est très copieuse, mais qui permet justement de clarifier un certain nombre de points, notamment l'articulation avec les autres dispositifs de signalement. C'est aussi s'assurer justement de la meilleure connaissance et un meilleur accès à l'information auprès de tous les agents. Je crois que ça a été rappelé dans plusieurs interventions. C'est vraiment un point clé pour moi que de permettre d'expliquer aux agents comment se saisir de ces outils, quelles sont leurs ressources. Et effectivement, c'est des dispositifs qui sont peu simples avec différents dispositifs de signalement. Deuxième action, traiter tous les signalements reçus, quel que soit le canal. Et là, je voudrais vraiment insister sur ce point parce que je pense que c'est l'enjeu principal et central auquel toutes les administrations sont confrontées, c'est-à-dire que fait-on ensuite de la réception de ces alertes. Et donc, nous avons travaillé avec notre inspection générale, notamment à la professionnalisation des enquêtes internes. La représentante de la Défenseure des droits l'a souligné, c'est vraiment pour moi l'enjeu clé de crédibilité du dispositif, c'est-à-dire comment ensuite, très concrètement, des services s'outillent et se dotent d'une méthodologie pour vérifier si oui ou non il y a une levée de doute, pour vérifier si oui ou non les faits sont matériellement établis, pour recueillir des éléments probants. Je pense que mon collègue de droite en parlera dans un instant dans le cadre des enquêtes internes, mais je pense que c'est vraiment l'objectif principal des administrations aujourd'hui, c'est de se doter de ces outils pour vraiment faire une enquête à charge à décharge et donc pour établir la matérialité des faits. Matérialité des faits qui nous permettra ensuite, et c'est la dernière action, de prendre toutes les mesures qui s'imposent, que ce soit en matière disciplinaire, mais aussi de faire un signalement auprès du procureur de la République si les faits sont aussi susceptibles de revêtir une qualification pénale. Donc vous voyez vraiment cette feuille de route, elle a été conçue de manière très intégrée et l'idée de pouvoir balayer en fait finalement tous les maillons de la chaîne pour que tous les acteurs et toutes les ressources soient activées lorsqu'ils doivent l'être. Et je finirai peut-être sur un paradoxe puisque vous avez donné quelques chiffres sur finalement le faible nombre des alertes dans les ministères. Effectivement, au ministère des Affaires étrangères, on est aussi sur ce même constat, c'est-à-dire que depuis 2022, avec la nouvelle directive européenne, 8 alertes ont été considérées comme recevables, mais ensuite n'ont pas prospéré parce que l'enquête interne n'avait pas permis d'asseoir et de prouver la matérialité des faits. Et on constate aussi ce paradoxe qui est finalement un besoin accru de renforcer les moyens de l'administration pour appréhender par quelque canal que ce soit les remontées qui sont faites. Ça peut être par les inspections, ça peut être par la DRH, ça peut être par, chez nous, en matière de visa, la direction des Français de l'étranger. Donc voilà, ça peut être par des usagers aussi, on en parlera sans doute dans un instant, mais comment fait-on pour vraiment vérifier point par point qu'il y a bien à charge à décharge une levée de doute. Et c'est vraiment l'enjeu essentiel de crédibilité et de confiance dans ces dispositifs qui permet
permettra effectivement à toute organisation de pouvoir dire qu'elle a traité ces signalements, avec aussi un enjeu que je vois, parce qu'on traite aussi des aspects contentieux, qui est que quand un agent fait une alerte, que celle-ci est soit déclarée irrecevable, soit l'administration ne poursuit pas parce que les faits ne sont pas soit suffisamment étayés, soit pas du tout étayés. Il y a aussi ce risque d'instrumentaliser quelque part la procédure avec des signalements qui sont parfois non justifiés, et donc de se retrouver finalement devant le juge administratif qui sera, en dernier ressort, effectivement le garant pour se dire si oui ou non, par exemple, il y a une mesure de représailles, ou si la personne qui se revendiquait comme lanceur d'alerte avait ou non cette qualité. Et donc, voilà, on a aussi ce dernier garde-fou qui est important pour pouvoir effectivement s'assurer que toute la chaîne a été bien traitée. Merci beaucoup à toutes les deux pour la présentation finalement de cet état des lieux côté ministériel. Je vous propose peut-être de laisser la parole à Madame Untermaier-Kerléo pour que vous puissiez nous faire peut-être un premier constat sur le déploiement de ces dispositifs au sein des collectivités territoriales, au regard de votre expérience, notamment en tant que référente déontologue. Oui, merci beaucoup. Et merci à l'Agence française anticorruption d'organiser cette journée sur le thème de l'alerte éthique. Alors, moi, je suis là pour vous parler de la mise en place et du fonctionnement du dispositif d'alerte éthique au sein des collectivités territoriales. Disons les choses franchement, après la loi Sapin 2, il ne s'est pas passé grand-chose au sein des collectivités en ce qui concerne l'alerte éthique. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, et ça a été déjà dit, le dispositif d'alerte apparaissait alors comme un objet juridique non identifié, un objet étranger à la culture juridique française et à la culture de la fonction publique, puisque ce dispositif, il va à l'encontre du principe hiérarchique. Dans une organisation parfaite, qui n'existe pas, on n'a pas besoin d'alerte, puisque dans une organisation parfaite, l'agent signale un dysfonctionnement à sa hiérarchie qui met en place les mesures nécessaires pour corriger le dysfonctionnement. L'alerte, on en a besoin à partir du moment où c'est la hiérarchie qui est mise en cause, ou si ce n'est pas elle qui est mise en cause, c'est qu'elle reste inerte. Donc un dispositif qui va à l'encontre de ce principe hiérarchique, donc qui suscite la méfiance de la part de la hiérarchie, et puis qui, à l'époque, suscitait aussi la méfiance des personnels et notamment des syndicats, puisque quand l'alerte a été mise en place par la loi Sapin 2, le canal de signalement qu'imposait la loi a été perçu par les syndicats comme la meilleure façon de sanctionner un agent qui signale un dysfonctionnement. Il faut dire aussi que quand l'alerte a été mise en place par la loi Sapin 2, les collectivités se sont aussi retrouvées débordées. Juste avant, il y avait eu la loi du 20 avril 2016, quelques mois plus tôt, qui avait mis en place qui avait imposé, créer les référents déontologues pour les agents publics. Donc il fallait déjà mettre en place les référents déontologues. Et puis la loi Sapin 2, elle met en place le dispositif d'alerte, mais elle impose aussi, c'était pas très clair, mais l'Agence française anticorruption l'a bien précisé dans ses recommandations, elle impose aux acteurs publics de mettre en place le programme anticorruption avec l'ensemble des mesures qui sont énoncées à l'article 17. Et donc il n'y a pas que l'alerte, il y a le code de conduite, la cartographie et tout le reste. Et puis il faut aussi ajouter qu'après la loi Sapin 2, il y a encore eu la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui a créé un autre dispositif de signalement concernant les actes de discrimination, d'harcèlement, d'agissement sexiste. Et les collectivités ont été un peu désemparées par la multiplicité des dispositifs et l'articulation entre ceux-ci. Et puis, il faut dire aussi que les collectivités ont manqué d'accompagnement. Et, notamment parce que, contrairement aux référents déontologues pour les agents publics, qui est une compétence obligatoire des centres de gestion, le dispositif d'alerte, lui, ce n'est pas une compétence obligatoire des centres de gestion. Et donc, je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel on peut réfléchir, parce que les collectivités ont un peu attendu que les centres de gestion mettent en place, leur proposent un dispositif. Certains l'ont fait, mais pas tous. Et donc, pendant plusieurs années, les collectivités ont attendu de voir si les CDG leur proposaient quelque chose. Et puis,
bon, heureusement, après la loi Wasserman, les choses ont changé. On peut dire qu'on est aujourd'hui dans une période de transition. Et je ne voudrais pas avoir un propos entièrement négatif parce que moi, j'ai des retours très positifs de la part de certaines collectivités qui ont mis en place un dispositif d'alerte et un dispositif d'alerte qui donne lieu à des saisines et des saisines recevables. Donc, il y a des collectivités où ça marche. Alors, c'est vrai que les signalements les plus importants sont ceux qui relèvent du dispositif loi de transformation de la fonction publique, donc signalement de violences sexistes, d'agissements sexistes, harcèlement, discrimination. On peut même, j'ai même des collectivités qui me disent qu'elles sont débordées par le nombre de signalements dans ce domaine, et donc des dispositifs qui sont d'ores et déjà engorgés. Mais il y a des alertes éthiques hors violences sexistes, agissements, agressions sexuelles. Et donc, là encore, le champ est plus large que les atteintes à la probité, puisqu'il peut s'agir de dysfonctionnements vraiment en tout genre. Dans le domaine de la protection de l'environnement, il peut s'agir de signaler des pollutions, mais il peut aussi s'agir de signaler des propos homophobes, racistes, qui auraient été tenus au sein d'une institution. Mais d'après les remontées que j'ai du terrain, il y a quand même pas mal de dysfonctionnements en lien avec l'achat public et des pratiques qui sont susceptibles de tomber sous le coup du délit de favoritisme ou de la prise illégale d'intérêt. Cela étant, je vois que beaucoup de collectivités sont en train aujourd'hui de mettre en place leur dispositif ou en tout cas de l'améliorer pour répondre aux exigences de la loi Wasserman. Mais c'est vrai que globalement, on voit que dans beaucoup de collectivités, il y a un dispositif mais qui ne marche pas, ça a été dit, pour la fonction publique d'État, c'est-à-dire que il n'y a pas de saisine, ou quand il y en a, elles sont irrecevables. Et donc, ça montre qu'il y a encore un certain nombre de freins qu'il faut lever pour que les saisines se multiplient. Alors, je crois qu'il est important qu'on développe la mise en réseau. Alors, s'agissant des collectivités territoriales, je profite de cette tribune pour annoncer la création d'une association, l'association des référents déontologues territoriaux, que je préside, et je salue mon vice-président Claude Beaufils. Cette association, elle vient prolonger un réseau qui existe depuis plusieurs années, qui a été mis en place avec l'appui des centres de gestion, et qui, en fait, offre un espace d'échange en ligne aux référents déontologues, qui sont souvent également référents alertes. Et donc, cette plateforme d'échange, elle permet de discuter des questions compliquées, des cas inédits, et de partager plus généralement de l'information. Ça marche extrêmement bien. La plateforme fonctionne quotidiennement, les échanges sont quotidiens, mais c'est plutôt les questions de déontologie, ce sont plutôt les référents déontologues qui échangent que les référents alertes. Il y a plus, même si le sujet n'est pas inexistant, mais c'est quand même plutôt des questions de cumul, de départ vers le secteur privé, d'obéissance, que des questions de gestion des signalements et des alertes. Et donc, avec l'association, on veut essayer de monter en puissance dans le réseau, et on aura désormais 4 forums d'échange et un forum en ligne, et un forum qui sera spécifiquement réservé aux référents alertes et signalements, pour donc pouvoir échanger sur ces questions spécifiques. On espère ainsi pouvoir créer une sorte d'émulation, parce que moi, de là où je suis, avec ma casquette d'universitaire et de référent déontologue de centre de gestion, je vois que les collectivités, en fait, elles ont besoin de pouvoir échanger entre elles, et cet échange n'est pas, elles se connaissent pas forcément, donc elles ont besoin de pouvoir se transmettre de l'information et d'échanger leurs bonnes pratiques, d'échanger sur les procédures qu'elles mettent en place, et donc de se passer des tuyaux. Alors, donc c'est le premier point, je pense que pour lever les freins, renforcer la mise en réseau. Je crois aussi, et ça a été dit ce matin, il faut davantage informer et former les agents, parce qu'en fait, s'il y a peu d'alertes, c'est aussi parce que les agents ne sont pas formés et ne savent pas forcément identifier des manquements à la probité. On croit que la déontologie, l'éthique publique a beaucoup souffert de l'idée que la déontologie est quelque chose d'inné. Mais en fait, quand vous avez des pratiques installées au sein d'une collectivité, qu'il y a des fournisseurs qui offrent des cadeaux régulièrement à tout un service, donc quand il y a des usages,
qui sont là depuis plusieurs années dans une organisation, il faut expliquer aux agents que ça ne se fait pas, que quand un fournisseur appelle pour avoir des infos sur un marché qui va être renouvelé, c'est pas inné en fait, et ça l'est d'autant moins qu'on a de plus en plus d'agents contractuels qui entrent dans la fonction publique sans avoir été du tout formés, préparés à cette entrée dans le secteur public. Formation et information aussi, je pense qu'il y a un levier qu'on n'utilise pas assez. C'est vrai que quand on pense à l'alerte, aux lanceurs d'alerte, on pense d'abord à des agents ou à des salariés qui sont dans l'entreprise. Et peut-être que les fournisseurs, les partenaires pourraient peut-être avoir plus avantage que les agents à opérer un signalement, parce que ils peuvent perdre un marché du fait que la collectivité n'est pas vertueuse en matière d'achat public. Et donc, je ne suis pas sûre que... Déjà, je pense que l'information sur le dispositif d'alerte auprès des agents est loin d'être suffisant en pratique, mais je pense aussi qu'il faudrait penser à informer les fournisseurs de manière systématique au moment de la passation d'un marché public. Je pense aussi, mais là... c'est simplement pour ouvrir des portes et la discussion qui viendra avec le public ensuite. La loi Sapin 2, modifiée par la loi Verzeman, elle met en place un statut de protection du lanceur d'alerte, et je crois que ce n'est pas suffisant. C'est bien de protéger, et il y a encore des choses à faire. On reviendra peut-être sur les questions de protection fonctionnelle des agents publics. Je ne suis pas sûre que les référents alerte soient bien outillés pour savoir comment un agent qui signale quelque chose va ensuite pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle. On en reparlera peut-être dans le cadre des échanges. Mais je crois aussi qu'il faut aller dans une logique davantage de valorisation. Bien sûr que la protection est indispensable, mais je crois qu'il faut valoriser et pas seulement protéger les lanceurs d'alerte. Et donc, ça a été dit ce matin dans l'introduction de ce matin. Il ne s'agit pas d'adapter, d'importer complètement le système américain où finalement les lanceurs d'alerte nous apparaissent parfois comme des chasseurs de primes, mais il y a d'autres formes de valorisation. Et par exemple, au sein de la fonction publique, on pourrait penser qu'un lanceur d'alerte qui a porté une alerte, qui a permis de corriger un dysfonctionnement, pourrait bénéficier d'un avancement d'échelon, d'un avancement de grade. On peut penser à d'autres formes de valorisation, aussi des reconnaissances par la République, des médailles. Et ça, c'est tout un... Bien sûr, hein, je ne parle pas pour demain, mais c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on n'a pas assez de levier d'incitation pour pousser les agents à faire un signalement. Finalement, quel est l'intérêt des agents de faire un signalement, contrairement... je vous l'ai dit, les collectivités sont débordées par les signalements en matière de violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ? Parce que ce sont les victimes qui font un signalement. Là, l'agent est un témoin, un tiers par rapport à un dysfonctionnement. Peut-être même qu'il participe de près ou de loin à ce dysfonctionnement, parce que souvent on a des pratiques collectives dans un sein de service. En tout cas, le signalement qu'il va opérer, ça va au minimum le mettre mal à l'aise au sein de son organisation, au minimum. Et donc, quel est son intérêt à le faire ? On l'a dit, c'est l'intérêt général, c'est la mauvaise conscience qu'il peut avoir à laisser passer des choses. Mais je crois que malheureusement, ça ne suffit pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces points de constat et ces débuts de pistes de perspective. Je propose de laisser la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Gentil, côté inspection générale de la gendarmerie, avec forcément un regard un peu différent. Mais quel est votre regard, vous, sur les dispositifs d'alerte interne, le constat sur leur déploiement et leur utilisation ? Merci. Je voudrais d'abord vraiment remercier Madame la directrice de l'AFA, chère Isabelle, doublement bien sûr pour l'organisation de ce séminaire, parce que c'est toujours un moment important pour nous, pour voir où on en est, et remercier également pour l'organisation d'un groupe de travail qui nous réunit maintenant depuis 2 ans, co-dirigé par Madame la directrice des affaires économiques et financières de la police judiciaire, que je salue également. Très sincèrement, depuis 2 ans, c'est grâce à votre action qu'on a vraiment évolué sur la prise en compte de la corruption au sein des forces de sécurité intérieure, parce que ça touche la police, la gendarmerie, mais également l'administration pénitentiaire, la douane et même le ministère de la Justice.
Et cette prise de conscience, elle était nécessaire pour qu'on réfléchisse, dans un deuxième temps, effectivement, à comment on pouvait recueillir les signalements sur ce type de phénomène et comment les traiter. Alors, un mot d'abord qui explique effectivement que je vais avoir une parole un peu différente de mes collègues, là, puisque les deux inspections, je vais parler pour mon collègue de la police nationale, il fera la même chose, j'en suis sûr, cet après-midi pour moi. On a une organisation un peu particulière, puisque au sein de l'inspection de la gendarmerie, donc nous avons deux pôles, un pôle audit et un pôle déontologie. Et c'est ce pôle déontologie qui gère deux divisions. La première, elle est chargée du recueil des signalements. La seconde, elle est chargée du traitement, tant en enquête administrative que judiciaire, puisque les deux inspections sont en quelque sorte l'office central anticorruption interne, je dirais, de nos deux institutions. D'ailleurs, tout récemment, moi, au 1er août, j'ai créé un bureau anticorruption au sein de la DEI, et mon collègue de la police nationale a transformé, mais à juste titre, toute une division en division anticorruption. Donc c'est vrai que nous avons des prérogatives que n'ont pas les autres administrations, à savoir que nous sommes officiers de police judiciaire et que nous allons pouvoir traiter et enquêter sur les phénomènes qui nous sont révélés. Alors où on en est justement, un petit constat quand même en matière de corruption. Je dirais que l'augmentation, elle est réelle, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, on la constate. On a toujours des cas de corruption de très bas du spectre, que nous on appelle des atteintes à l'improbité, puisque nous avons un code de déontologie que nous partageons avec nos collègues de la police nationale, mais nous sommes soumis également en gendarmerie au code de la défense. Nous avons toujours des cas d'improbité, de corruption, par exemple au bord des routes, ça existe encore. On a également donc de la corruption déjà beaucoup plus importante par les consultations de fichiers ou le mésusage des consultations de fichiers, dont on a beaucoup parlé effectivement dans les médias. On a de la corruption classique que l'on connaissait, à savoir encore sur parfois on va dire, les difficultés au niveau de la gestion des marchés publics. Et enfin, surtout, on a maintenant donc une corruption en lien véritablement avec la criminalité organisée. Il y a 4 ans, lorsque je suis intervenu dans la commission des lois dans le cadre de la proposition sur le narcotrafic, on m'a demandé combien j'avais de cas de corruption en relation avec la criminalité organisée. J'ai dit 0. Aujourd'hui, si je devais repasser, je dirais qu'on n'en a pas loin de 15. Et on passe vraiment sur des dossiers qui sont vraiment des dossiers d'importance. Donc face à ce constat, de quoi on dispose comme plateforme de signalement? On a une plateforme classique qui était la première créée d'ailleurs au sein des administrations, comme le disait la ministre ce matin, réservée au départ sur les faits de harcèlement moral au travail, harcèlement sexuel et violence. Mais bien sûr, on a également été saisi, parfois, mais très peu, de signalements sur d'autres thématiques. Et dans ce cas-là, bien sûr, on les traite. Au niveau des signalements donc internes, cette année, donc, cette plateforme a reçu plus de 250 signalements. Mais surtout, nous gérons également la plateforme de signalement externe, où là, nous pouvons aussi être alimentés de temps en temps, parfois, sur des sujets de corruption. Et cette plateforme de signalement externe, elle explose. J'en étais à 3000 signalements il y a 2 ans, 4200 en 2024, et cette année, en 2025, je vais passer les 5000 signalements externes. Ça pourrait paraître positif, mais combien de signalements liés à la corruption je vais avoir tant sur cette plateforme de signalement interne que cette plateforme de signalement externe? Quasiment aucun. Aucun. Alors c'est vrai qu'on a disposé ensuite de la plateforme qui est, enfin, du moins de la plateforme de signalement mise en place au titre du lanceur d'alerte, mais elle ne nous a pas, au niveau police-gendarmerie, vraiment apporté, puisqu'on avait déjà l'habitude de du traitement de ce type de dossier. Et donc au titre de cette nouvelle application de la circulaire,
donc, qui pour nous a donné lieu à un arrêté du 8 janvier 2024. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu un seul signalement qui m'est parvenu par le biais du système dit de lanceur d'alerte. Alors pour quelle raison ? Je pense que c'est lié justement au domaine d'activité qui est le nôtre. La police et la gendarmerie, les forces de sécurité intérieure, travaillent sur des domaines infractionnels. Et tous les signalements que nous avons, parce que nous en avons, nous les recevons en dehors des plateformes. Et c'est justement lié à ce que je vous disais en début de mon propos, à savoir que nous sommes atypiques. Nous, les signalements, nous allons les avoir à l'occasion d'une enquête judiciaire déjà ouverte. En fait, nous sommes avisés de problèmes de corruption parce qu'à l'occasion d'une enquête sur la criminalité organisée, à l'occasion d'écoutes téléphoniques, à l'occasion de techniques spéciales d'enquête, vont être révélés des faits de corruption. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans tous les faits que j'ai eu à connaître en 2024-2025. On ne les a pas eus par le biais des plateformes, mais on les a obtenus par le biais donc, de ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire des suites d'une enquête judiciaire. Et c'est vrai que ça explose. Donc, je vais avoir peut-être un propos différent également sur la possibilité d'améliorer la situation. On a beaucoup réfléchi donc, dans le groupe de travail et également en individuel de savoir comment on pouvait aller plus loin. On ne peut pas se contenter d'attendre un signalement indirect, vu les thèmes qui sont les nôtres, notamment la relation avec la Crimor, pour intervenir. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être réfléchir à mettre en place des plateformes de signalement qui nous seraient propres, à notre domaine d'intervention. Je voyais tout à l'heure votre présentation, madame le professeur, que j'ai trouvé extrêmement intéressante puisque je l'ignorais. Mais en fait, finalement, ce qu'on est en train de vouloir mettre en place, ça a déjà été inventé, si je peux me permettre, dans la sphère économique. Aujourd'hui, nous avons un cas particulier de corruption, à savoir que nos corrupteurs ne sont pas des hommes d'entreprise, enfin, ils le sont, mais d'entreprises totalement illégales, avec des prérogatives très particulières, notamment, je pense, à un phénomène on a parlé du pouvoir financier qui est le leur, mais ce n'est pas le plus important à mes yeux. Aujourd'hui, le pouvoir des corrupteurs auxquels nous avons affaire, c'est le pouvoir de la violence. La violence, elle est extrême, et elle est vraiment descendue à un niveau qui nous a vraiment tous surpris, notamment cette année. Aujourd'hui, vous pouvez trouver quelqu'un qui va accepter d'aller réaliser un contrat, donc de tuer quelqu'un pour 1 500 €. Et ça peut être exécuté par un mineur. Donc on s'est dit, après tout, pourquoi pas réfléchir aussi à la personnalité de nos corrompus. Nos corrompus, ce sont des gendarmes, des policiers, qui sont habitués à cette confrontation avec le crime organisé. Dans les dossiers que j'ai eu à traiter, qu'on a mis en évidence, on s'est aperçu que, bien sûr, la corruption classique et l'intérêt du corrompu pour l'argent, il existe toujours. Mais on a aussi des cas de corrompus qui ont été corrompus bien malgré eux. C'est-à-dire qu'au départ, le phénomène de corruption, il arrive par des pressions qui sont exercées d'abord sur la famille, sur l'agent, qu'il soit policier, gendarme, agent pénitentiaire. Et à partir de là, le fonctionnaire va rentrer dans ce système de corruption. Alors, il va l'accepter, mais il ne peut pas en sortir. J'ai un exemple qu'on a eu à traiter qui a été médiatisé l'année dernière. C'est une gendarme, pas une jeune gendarme, une gendarme expérimentée, travaillant en unité de recherche, qui a été prise en main, parce qu'il y a toujours eu une relation de proximité de départ avec le corrompu, qui a été prise en main, et qui ensuite n'a pas pu s'en sortir. Elle a voulu s'en sortir à un moment donné, on lui a dit non, ça c'est pas possible. Sinon il y aura des représailles pour la famille et autres. Donc c'est vrai que pour ça, nos systèmes de signalement actuels ne sont pas suffisants. Donc on réfléchit à mettre en place, et vous l'avez évoqué également, un système de repenti administratif qui nous permettrait de créer une plateforme de signalement dédiée à ces agents
qui aujourd'hui sont enferrés dans un système de corruption, mais qui ne peuvent pas s'en sortir. Alors, contrairement à ce que vous avez proposé, nous, on ne va pas leur proposer une médaille, on ne va pas leur proposer non plus... on y a réfléchi, les nôtres, ils sont mis en cause, donc effectivement, mais ça se fait à l'étranger. Vous parliez des États-Unis, et vous aviez raison, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger, sur les plateformes dédiées justement aux corrompus qui veulent s'en sortir. Donc il y a des systèmes qui existent, notamment aux États-Unis, mais on ne peut pas aller dans ce système, puisqu'aux États-Unis, donc, le corrompu, lanceur d'alerte, ça existe, mais il peut négocier de garder une partie de l'argent. Donc vous comprenez bien que, bon, des fois on a un pouvoir de persuasion assez fort à la commission des lois, mais là je pense que ça ne va pas passer. Donc on réfléchit à d'autres, c'est pour ça qu'on ne parle pas de système de repenti judiciaire, mais de système de repenti administratif. On prendra en charge la personne, également, comme vous le disiez tout à l'heure, pour réfléchir à sa protection, puisque là, la protection, elle est réelle, c'est une nécessité. On ne peut pas dire aux personnes, allez, vous révélez ce que vous avez fait, et puis on n'en parle plus. Non, ce n'est pas ça. Donc on les protégera pour montrer un système de protection efficace, et on essaiera bien sûr, il y aura des sanctions, il faut qu'il y ait des sanctions. Sanctions judiciaires, ça, je pense qu'elle sera prise en compte, sauf si la personne peut rentrer dans le cadre du repenti judiciaire, mais on aura un système de sanctions administratif, mais qui sera peut-être moins important. Il faut bien qu'il y ait une carotte donnée à la personne pour pouvoir aboutir. Et dans ce cas-là, on réfléchit à un certain nombre de dispositions, ça peut être des mutations, puisqu'il n'est pas bien sûr... il est impossible de laisser la personne dans son milieu d'origine. Enfin, j'aurais une dernière remarque, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises. On s'est posé la question tous. Pour quelles raisons on ne les a pas, ces signalements? Et ça aussi, vous l'avez très justement dit, parce que c'est la même chose dans les entreprises. On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ont connaissance, donc qui pourraient être lanceurs d'alerte, mais ne le font pas. Ils ne le font pas parce que la pression, j'allais dire l'omerta qui existe dans certaines unités très spécialisées, fait que si la personne livre l'information, bon, elle est terminée. Fonctionnellement, elle est terminée. Elle va être mise au banc de son administration, au banc de son groupe, ce qui est encore plus dur. Et l'institution n'arrivera jamais à rattraper cette image. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une situation atypique en ce moment au sein des forces de sécurité intérieure, mais on y travaille. On y travaille grâce à vous et je vous en remercie vraiment. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est la prise de conscience qui a été faite. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces constats vraiment éclairants. J'essaie de faire une synthèse en quelques mots avant d'essayer d'aller un peu plus loin. Ce qu'on note, je pense, parmi tous les quatre, c'est le constat quand même d'un déploiement réellement engagé, puisque tant côté ministériel que côté collectivité territoriale, des dispositifs existent, mais qu'il y a encore des enjeux réels d'appropriation de ce dispositif. Vous l'avez clairement dit. Ça, c'était pour le côté plutôt négatif, mais il y a aussi des perspectives réelles qui sont en cours de recherche. Moi, j'ai noté les enjeux de mise en réseau, puisque vous avez évoqué toutes les deux, Madame Martin, Madame Tamarrière-Carléo, cet enjeu de mise en réseau des référents. L'enjeu de formation, sur lequel nous, à l'Agence France Anticorruption, on prend notre part, mais évidemment, il y a un enjeu de formation des agents. La notion de signalement externe, je pense que c'est aussi un sujet intéressant parce qu'on parle de l'alerte interne, mais je crois que cet après-midi, on parlera du sujet externe, que le co-contractant en termes de marché public ou que l'usager, de manière plus générale, du service public puisse aussi lever la main. Tout l'enjeu de la valorisation qui est du lanceur d'alerte, qui, au-delà de sa protection, comment est-ce qu'on dépasse ça? C'est lié avec le sujet de la seconde chance ou du repenti que vous évoquiez, Monsieur Gentil. Et enfin, voilà, des notions de plateforme dédiée. Donc, beaucoup d'idées qui sont levées là, peut-être pour aller un peu plus loin et peut-être filer une comparaison, Madame Martin, entre ce qui explique, selon vous, les différences qu'on peut observer entre le succès, l'engorgement finalement des lignes d'alerte sur les notions de violence à caractère sexiste et sexuel, mais qui, à contrario, ne donne pas lieu à beaucoup de signalements côté probité. On peut évidemment penser que d'un côté, il y a une victime ou des victimes
et de l'autre moins. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas des enjeux sur lesquels on pourrait travailler, par exemple sur la mutualisation des dispositifs, sur la meilleure connaissance, etc. Merci. Oui, effectivement, dans le dispositif de signalement des violences à caractère sexiste ou sexuel, c'est la victime qui signale. Donc, on est dans un cas de figure un peu différent. L'objet est peut-être plus simple à appréhender et encore sous toute réserve. Et puis, il fait écho à de fortes attentes aussi dans la société. Le dispositif, il est ciblé. Il y a une communication importante qui est faite auprès des agents, une mobilisation également très importante des acteurs. Et puis, on sait que dans le cadre de ce dispositif, les agents disposent des mêmes garanties de protection que celles qu'on retrouve dans le dispositif des lanceurs d'alerte. Mais effectivement, ça pose la question de l'articulation, en tout cas, à défaut de mutualisation, des différents dispositifs de signalement. Puisque comme on l'a rappelé, puisque il y avait une demande de clarification donc, dans la circulaire de la DGAFP, lorsque le signalement que vous faites peut rentrer dans le cadre d'un dispositif de signalement spécifique, ça veut dire que vous ne pouvez pas activer en fait le dispositif de signalement d'alerte interne assez classique. Donc on pense effectivement au signalement des actes de violence, harcèlement, agissement sexiste, mais ça concerne aussi tout ce qui est situation de conflit d'intérêts. Les mauvais traitements et privations dans les établissements sociaux et médico-sociaux, l'alerte dans le domaine financier, l'alerte également dans le domaine de la sécurité aérienne ou encore dans le domaine du renseignement où il y a une procédure très spécifique. Et donc, finalement, dans tous ces cas de figure, le référent alerte doit informer l'auteur de l'irrecevabilité de son signalement, mais lui indiquer, il a une obligation quand même de lui indiquer la procédure à suivre pour effectuer son alerte. Alors, parfois, une mutualisation est possible ou elle se fait d'elle-même. Par exemple, on pense au conflit d'intérêts. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes référent déontologue et référent alerte, finalement, lorsqu'un signalement d'une situation de conflit d'intérêts vous arrive, vous allez, via le canal alerte interne, en fait, vous allez pouvoir la traiter en tant que référent déontologue. Mais il est rare le cas où finalement il y a un même canal, une porte d'entrée unique en fait pour tous les signalements et après charge à l'administration de traiter le signalement. C'est vrai que si on se place du point de vue de l'agent public, ce serait quand même très utile que de se dire bon j'ai un signalement, voilà, je suis témoin de fait ou victime de fait, je signale et je ne m'occupe pas en fait de savoir ensuite si je dois m'adresser à telle ou telle personne. Finalement, la charge en fait de la complexité administrative, elle ne repose pas, ou en tout cas l'agent public n'a pas à l'assumer. Finalement, c'est l'administration qui a à l'assumer. Et c'est vrai que ce serait, je pense, une évolution alors complexe pour l'administration, mais très très positive pour les agents publics et sans doute gage d'une meilleure appropriation ou en tout cas peut-être d'une augmentation des signalements et de leur traitement et d'un traitement efficace. Et je pense qu'à l'occasion du groupe de travail que l'on va organiser avec les référents déontologues et alertes ministérielles d'une part, et également avec les employeurs publics et les organisations syndicales, c'est un point qui va remonter. En tout cas, les premières réunions du groupe de travail qu'on a eu avec les organisations syndicales, c'est un point qui est remonté, c'est-à-dire la difficulté pour les agents à s'y retrouver dans la multitude des process de signalement et la nécessité pour l'administration de simplifier grandement tout cela, même si on se doute que ces dispositifs de signalement particuliers tendent à répondre au mieux à chaque situation qui est différente. Voilà. Mais là encore, comment simplifier les choses pardonnez-moi la comparaison, mais un peu dites-le nous une fois. Et voilà. Donc là, signalez-le nous une fois et on se charge du reste. Et je pense que voilà, c'est un chantier qui est devant nous, mais auquel on doit s'atteler.
Merci beaucoup. C'est vrai que vous illustrez très bien le point de tension finalement entre faire un dispositif unique et visible et un dispositif adapté et local. Et je pense que c'est un point de tension tout à fait intéressant. Sur l'articulation, puisqu'on a parlé d'alerte interne, il y a l'alerte externe, peut-être une illustration côté ministère des Affaires étrangères, puisque je crois qu'on a été amené à collaborer dans des cas de transmission d'alertes externes qui nous sont revenus, nous, côté Agence française anticorruption. On vous les a transmis et donc du coup, qu'en avez-vous fait ? Merci beaucoup. Alors effectivement, l'AFA a pu transmettre au ministère des Affaires étrangères des alertes externes. Alors souvent, c'était des alertes qui provenaient d'usagers. Donc on n'est pas stricto sensu dans le cadre de la loi Sapin 2, mais pour autant, vous avez bien compris qu'il y a cet enjeu effectivement de traitement. Alors c'était des alertes qui ont pu concerner notamment des plaintes concernant des prestataires pour les prises de rendez-vous au guichet Visa qui étaient donc externalisées parce que dans un certain nombre de pays, la prise de rendez-vous est effectivement externalisée, ne se fait plus au guichet du consulat. Et donc pour autant, ces investigations doivent quand même être traitées. Donc généralement, l'AFA a transmis le courriel, parce que souvent c'est par voie électronique, au référent alerte, et lui-même a des moyens finalement d'investigation assez limités, parce que pour pouvoir investiguer, procéder à des diligences internes, il faut pouvoir faire un certain nombre de vérifications. Alors au ministère des Affaires étrangères, vous avez une direction des Français de l'étranger qui a en son sein une sous-direction de la politique des visas qui travaille d'ailleurs en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur, puisque si les consulats délivrent les visas, les instructions en matière de visas sont données par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, ils travaillent de manière très étroite, il y a un travail très étroit qui est fait entre les deux ministères, et vous avez une cellule fraude interne au sein de cette sous-direction, qui donc c'est en administration centrale, qui peut faire un certain nombre de diligences en accédant à des applications métiers, notamment le logiciel France Visa, et donc ça permet à distance de pouvoir faire un certain nombre de diligences. Vous pouvez avoir aussi des alertes externes qui concernent la délivrance indue de visa. Donc dans ce cas, cette cellule, soit effectivement elle procède à un certain nombre de diligences depuis Paris, soit quand on voit qu'il y a besoin, par exemple, d'aller faire des échantillonnages directement sur place pour aller vérifier très concrètement dans les dossiers quelles sont les pièces justificatives. Donc dans ce cas, la direction des Français de l'étranger instruit le consulat si par exemple le signalement concerne un agent de droit local ou un agent consulaire. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une discrétion à avoir pour pouvoir procéder à ces diligences directement sur place. Et quand il y a des cas les plus graves et que par exemple la hiérarchie, le chef de chancellerie, le vice-consul, le consul général sont éventuellement concernés par ces délivrances indues de visa, ce qui peut arriver. Dans ce cas, c'est la secrétaire générale instruit et projette une mission d'inspection. Généralement, c'est conjoint entre l'inspection générale et la direction des Français de l'étranger, parce qu'il faut avoir l'instruction visa, ça demande une technicité, une expertise, et donc voilà, il y a un double regard qui est fait de la part de l'inspection et de la sous-direction de la politique visa pour procéder à une enquête administrative directement sur place. Et donc là, ensuite, il y a un rapport administratif qui est fait, et une fois que nous avons à la fois ce rapport administratif, mais aussi les pièces matérielles, c'est-à-dire les dossiers de visa délivrés indûment. Alors parfois c'est de la négligence, parfois c'est effectivement les visas ont été indûment délivrés, il n'y a pas derrière de corruption, où on n'a pas pu matériellement aller jusque-là. Mais en revanche, donc nous on en tire les conséquences sur le plan disciplinaire, c'est-à-dire qu'on propose une orientation de sanctions, mais généralement en parallèle on fait un article 40 auprès du procureur de la République, et il est arrivé que effectivement des filières, notamment d'immigration clandestine, puissent être détectées via ces alertes. Voilà. Donc, je vous ai donné un peu le schéma, un peu en gradation en fonction de la gravité des faits, les circonstances et aussi les personnes qui sont impliquées, puisque effectivement, si vous avez la hiérarchie qui est impliquée, et ça, c'est aussi un enjeu très fort pour nous, qui est que on ne va pas aller taper directement ou uniquement l'agent de droit local ou l'agent de catégorie C, l'exécutant. Ce qu'on veut chercher aussi, c'est est-ce que la hiérarchie a mis en place un certain nombre de garde-fous. Vous avez des contrôles internes qui doivent être faits, ça c'est les instructions en matière
de visa qui le prescrivent. C'est-à-dire que tous les 6 mois, le chef de chancellerie doit faire des vérifications internes. Une fois par an, le consul général doit faire de même. Vous avez un registre des interventions qui doit être fait pour retracer les interventions, parce que quand on est en poste à l'étranger, vous pouvez être sollicité par des personnes extérieures. Donc l'intervention, elle n'est pas en soi interdite, mais il faut pouvoir la retracer pour vérifier ensuite que le dossier a été bien instruit conformément à la réglementation, qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêts, voire plus haut, de corruption. Donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui permettent effectivement de traiter ces signalements. Et donc, même si effectivement l'alerte de l'AFA n'est pas stricto sensu dans le champ de la loi Sapin 2, on prend quand même, on regarde et on diligente les vérifications qui ont été faites. Et j'ajoute que la directrice des Français de l'étranger, conjointement avec le directeur général de l'administration, ont mis en place depuis 2 ans maintenant un groupe de réaction rapide qui se réunit une fois par mois, où nous examinons collectivement tous les dossiers avec les services concernés pour vérifier que l'ARH a bien fait ses diligences, la direction des Français de l'étranger a bien fait les siennes, le service juridique, donc nous en l'espèce, nous avons ensuite procédé éventuellement à l'article 40, voilà, pour que tous les acteurs de la chaîne puissent se mettre autour d'une table et vérifier que chacun a bien fait les diligences qui lui incombent. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il illustre vraiment les bonnes pratiques en termes de suite à une alerte, quel que soit finalement le canal par lequel elle remonte, sur la façon de traiter en impliquant à la fois des services d'enquête, mais aussi des services métiers qui sont en capacité aussi de comprendre la complexité des dossiers, puisque souvent il y a une difficulté aussi, je pense, pour les référents alertes de comprendre tout simplement de quoi on parle. Peut-être, Madame Untermaier-Carléo, une question rapide. Vous avez évoqué les centres de gestion et la différence entre la compétence des centres de gestion sur les référents néontologues et les référents alertes. Mais de manière plus générale, est-ce que de votre regard, la position des centres de gestion, on constate souvent que ce sont eux qui récupèrent la compétence de lanceur d'alerte, de dispositif de recueil des signalements. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne position? Est-ce qu'ils sont en capacité d'être connus par les agents? Est-ce que vous pensez que c'est une position qui est pertinente ou qui peut être réinterrogée? Non, moi je suis persuadée que les centres de gestion ont un rôle à jouer en matière d'alerte éthique et plus largement en matière de prévention des atteintes à la probité. Ce sont des établissements publics qui sont bien connus des agents de la fonction publique territoriale. Et je pense que s'agissant des collectivités, il faut bien être conscient qu'on est en présence d'une myrielle de monades, contrairement à la fonction publique d'État qui naturellement se structure à partir des ministères. Donc les collectivités ont tout intérêt à se mutualiser. Il y a aussi un enjeu d'économie, un enjeu financier, et dans le contexte qui est le nôtre, c'est un élément important. Et je pense que dans ces collectivités, il y en a beaucoup qui sont de petite taille, de taille modeste. D'ailleurs, en dessous de 10 000 habitants, les communes de moins de 10 000 habitants n'ont pas l'obligation de mettre en place un dispositif d'alerte. C'est une question plus générale. S'agissant du programme anticorruption, c'est pas évident de demander le même programme à une grande collectivité, une région, une métropole et à une petite commune ou à une petite communauté d'agglomération. D'ailleurs, s'agissant des acteurs économiques, le programme anticorruption s'impose uniquement aux très grandes entreprises. Et s'agissant des acteurs publics, il y a quand même un défaut de la loi Sapin 2 qui ne fait pas différence, qui d'ailleurs ne dit pas très expressément que les acteurs publics doivent mettre en place un programme anticorruption, puis qui ne fait pas de différence entre les grandes et les petites. Donc pour en revenir à l'alerte, dans les petites collectivités, les collectivités de taille modeste, sans même parler des toutes petites communes, ça me paraît délicat de développer un système d'alerte interne, puisque, encore une fois, l'alerte, elle va souvent conduire à mettre en cause la hiérarchie, soit que la hiérarchie est elle-même à l'origine du dysfonctionnement, soit qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne fait rien pour faire cesser le dysfonctionnement. Donc, c'est particulièrement délicat pour un agent dans une collectivité. Ça vaut aussi, ce que je dis vaut aussi pour des établissements de l'État comme une université d'ailleurs. C'est particulièrement délicat pour un agent de révéler un dysfonctionnement en interne. Et donc le centre de gestion, c'est une forme d'externalisation
qui permet de faire intervenir un référent alerte ou une cellule alerte qui est extérieure à la collectivité, ce qui lui donne donc une image qui lui donne un gage d'impartialité et d'extériorité. Donc oui, sur les centres de gestion, je pense que c'est un levier important. Ils ont d'ailleurs prouvé qu'ils ont fait le job, si je peux me permettre cette expression, s'agissant des référents déontologues agents, qui ont vraiment pris racine dans la fonction publique territoriale, ce qui n'était pas évident, parce que là encore, le référent, c'est quelqu'un qui intervient hors de la chaîne hiérarchique. Donc il fallait lui aussi qu'il s'enracine, qu'il s'acclimate. Et donc, ça me paraît être un levier intéressant. Et peut-être j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis quand même frappée de voir que les alertes qui marchent viennent des usagers, donc on n'est pas dans l'alerte éthique. Et il y a d'autres. Je parlais des fournisseurs dans le cadre de mon intervention, qu'on n'informe pas assez de cette possibilité d'alerter. Je pense aussi qu'il y a peut-être un levier, s'agissant spécifiquement des collectivités, auprès des élus. C'est un impensé de la loi Sapin 2. Vous savez que la loi 3DS a mis en place le référent déontologue de l'élu local. Pour le coup, là, ce n'est pas une compétence obligatoire des centres de gestion parce qu'il s'agit des élus et pas des agents, et c'est un problème, parce que c'est la mort si cette compétence des centres de gestion n'est pas reconnue, c'est la mort du dispositif. Et moi, je suis souvent saisie par des élus, en tant que référent déontologue élu, parce que j'exerce aussi ces fonctions, qui me disent, bah voilà, ce sont souvent des élus d'opposition, ou des élus qui étaient dans la majorité, mais qui ont basculé dans l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les pratiques au sein de leur collectivité. Et eux, je ne sais pas quoi leur dire. Ils peuvent faire un signalement au procureur de la République quand ça relève du pénal, mais il n'y a pas d'accompagnement en tant que lanceur d'alerte. Il n'y a pas un statut de lanceur d'alerte pour les élus, et je pense qu'ils pourraient être à l'origine d'un certain nombre de signalements, parce que moi, je vois qu'il y a des élus qui se désolidarisent de leur majorité parce qu'ils sont choqués par certaines pratiques. Et eux, ils sont pas couverts par le mécanisme d'alerte. Alors, on me signale qu'il reste 5 minutes avant le temps des questions-réponses, mais je vais peut-être poser une question à Monsieur Gentil. Vous évoquiez la difficulté, finalement, a été évoquée assez largement, la difficulté d'articuler les dispositifs d'alerte avec l'existence de groupes ou même de la hiérarchie, particulièrement dans une maison, j'imagine, comme la Gendarmerie nationale. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement, et quelles sont vos idées pour essayer de finalement promouvoir, valoriser ces sujets-là? Vous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu? On y travaille, puisque le directeur général de la Gendarmerie nationale m'a demandé de mettre un plan anti-corruption en place. Et il y a 2 axes qui me semblent importants, puisque pour lutter contre la corruption, il y a la prévention, la détection et puis la répression. Bon, côté répression, c'est très rapidement mis en place, puisqu'on a créé les groupes anticorruption. Ça, c'était assez rapide à faire, mais je me suis aperçu que je pense que si le système de lanceur d'alerte est peu utilisé en interne, c'est parce qu'il est mal compris. Le gendarme, il a plus la crainte d'être victime du système de lanceur d'alerte qu'auteur du système de lanceur d'alerte. Donc il faut qu'on lui explique. Et c'est pour ça qu'on va, dès l'année prochaine, dans nos modules de formation déontologie, introduire un module de formation spécifique pour expliquer ce qu'est le risque corruptif, ce qu'est le système de lanceur d'alerte, comment ça fonctionne, et en leur expliquant également même qu'ils peuvent éventuellement, le cas échéant, avoir la protection fonctionnelle si nécessaire. Donc voilà, de leur faire comprendre qu'ils peuvent également être auteurs de l'alerte et non pas seulement victimes de l'alerte. Et ça, c'est un changement total dans les mentalités. Donc il va falloir du temps. Donc ça, c'est ce que je dirais, c'est l'amélioration volontaire qui peut venir des personnes. Et puis, on va essayer d'améliorer la détection. Et là, on est dans l'involontaire. Depuis quelques jours, est en place pour l'ensemble de la Gendarmerie nationale un dispositif qui permet de vérifier le mésusage de consultation des fichiers. Alors, je l'avais annoncé il y a 2 ans. Ça y est, il est opérationnel. Officiellement, il va être opérationnel demain. Il y a un petit côté médiatique, puisque c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Bon, je vous donne la primeur, mais bon, on en a déjà beaucoup parlé.
Donc, cet outil dont je dispose aujourd'hui à l'inspection va être déployé donc, en région de gendarmerie, au niveau des groupements de gendarmerie et au niveau des compagnies de gendarmerie. Pour l'instant, donc, on ne peut pas vérifier le mésusage de tous les fichiers nationaux, mais en 2026, nous travaillons bien sûr à pouvoir augmenter le périmètre de contrôle. Ça devrait être assez facile. Et également, nous travaillons donc, avec nos collègues de la police nationale qui vont pouvoir bénéficier de l'outil. Eux, ils sont en avance sur nous plutôt pour un système de détection automatique éventuellement des cas de corruption, parce que ça, c'est très intéressant, en tout cas de mésusage des fichiers. Et donc, on travaille ensemble et je pense qu'en 2026, au prochain séminaire, on sera en mesure de vous annoncer qu'on a encore progressé sur le sujet. Merci vraiment à tous les quatre pour vos présentations vraiment très enrichissantes et très intéressantes. Je propose de laisser la place à un échange avec la salle. Petit message pour les intéressés. Si je peux vous demander de faire des questions à la fois concises et de ne pas oublier de vous présenter avant de poser la question. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Dominique Dujols, donc je suis à la fois Cour des comptes et Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais ma question est un petit peu à côté, enfin, n'est pas indifférente à ces fonctions, mais pas seulement. Ma question s'adresse en particulier à Madame Hélène Martin. J'aurais voulu comprendre mieux le champ couvert par les systèmes de recueil et de traitement des alertes internes par les acteurs publics. J'ai été un petit peu interpellée par le chiffre que vous avez donné pour le ministère de la Culture de signalement. Est-ce que ça veut dire que le système fonctionne uniquement au niveau de l'administration centrale et des DRAC, ce qui peut expliquer le faible nombre d'alertes, ou est-ce que ça couvre aussi tout le champ des établissements nationaux, que ce soit les grands musées, les orchestres nationaux, les théâtres nationaux, les grands conservatoires et les écoles d'art, où là, on sait que le mode de gouvernance est souvent propice au conflit d'intérêts qui n'est pas interdit en soi, hein, mais conflit d'intérêts, prise illégale d'intérêts, voire trafic d'influence, et je pense beaucoup aux établissements d'enseignement où les jeunes sont soumis à des pressions pour se présenter à un concours international, pour être exposés, pour pouvoir jouer dans le centre d'art, etc., ou voilà, et où il y a à la fois du trafic d'influence sous forme, d'ailleurs on le retrouve à l'université, enfin le professeur qui s'appuie sur ses brillants étudiants pour lui écrire son travail, le remplacer à l'orchestre parce qu'il a mieux à faire, mais qui donne aussi des faveurs sexuelles. C'est pour ça que moi, la différence m'interpelle un peu entre les deux canaux, mais il est notoire qu'un certain nombre d'abus sexuels dans... Je parle de ce secteur, mais donc il n'est pas le seul, et je pense que l'université, l'hôpital, les CHU, etc., on connaît ça. En échange on vous favorise comme étudiant brillant, on va vous présenter un concours international, etc. Donc je voulais savoir si le champ de l'alerte couvrait bien ces grandes institutions. Alors, en fait, on a sollicité les collègues référents déontologues ministériels il y a quelques jours, en fait, en prévision de l'intervention d'aujourd'hui. Donc, effectivement, ces chiffres nous ont interpellés. Et donc, je pense que ça va être tout l'objet de notre groupe de travail, c'est d'aller dans le détail de ces différents chiffres pour voir avec l'ensemble des référents déontologues ministériels et alertes qu'est-ce qu'ils recouvrent précisément et surtout creuser sur les réseaux pour lesquels il y a si peu d'alertes. Et notamment dans le champ de la culture, qu'est-ce que recouvrent ces chiffres? Est-ce qu'on parle uniquement de l'administration centrale ou est-ce que l'on parle effectivement de l'ensemble des établissements publics qui ont fait le choix de se raccrocher au dispositif ministériel?
Après, les cas que vous évoquez, en fait, justement, on pose la question de l'articulation des différents dispositifs de signalement, puisque ce qui a fait écho, les gros titres de la presse, comment c'est surtout les violences sexistes ou à caractère sexuel. Et là, ça relève d'un autre dispositif de signalement que celui des lanceurs d'alerte. Et donc, ça revient à la question de l'articulation des différents signalements. Mais il me semble que le collègue, dans sa réponse, faisait strictement référence au dispositif des lanceurs d'alerte internes et donc ne nous a pas donné les chiffres comment pour les signalements de violences sexistes et sexuelles. Et peut-être que si ça avait été le cas, les chiffres auraient été plus conséquents, mais notre demande portait spécifiquement sur le dispositif de lanceurs d'alerte interne. Donc affaire à suivre. Bonjour, Lauriane Boudier-Lacaze, responsable éthique conformité chez Société Générale. Justement, à propos de ce groupe de travail, et c'est aussi pour Madame Untermaier-Carleo, est-ce que vous prévoyez d'adjoindre des personnes qui ont eu l'expérience en interne de la mutualisation de l'ensemble des canaux d'alerte? Parce que quand je vous entendais, je me disais, ça c'est quelque chose sur lequel nous on a travaillé depuis donc 2016 et qu'on a fait effectivement pour éviter ce que vous disiez, qui est une réalité dans le public, mais qui a été une réalité dans le privé aussi. Voilà. Merci. Alors, on a à cœur d'utiliser toutes les bonnes expériences. On fait souvent du parangonnage comme à l'international, mais bien évidemment, on essaye toujours d'associer à la fois les partenaires du secteur privé et du monde de la recherche, donc très preneuse de vos expériences. Alors, on ne peut pas copier-coller, hein, c'est souvent difficile de copier-coller secteur privé, secteur public, mais ça peut servir d'inspiration. Donc, merci pour votre intervention. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'avais plein de choses à dire, mais comme je sais que le temps est limité, je vais faire une synthèse. Tout d'abord, un grand merci à l'AFA, parce que ce type de réunion permet de nous libérer un peu de la solitude du déontologue et du protecteur des lanceurs d'alerte. Alors, je vais vous dire d'où je parle, comme on disait à une certaine époque, donc Claude Beaufils. Je suis référent déontologue pour l'ensemble des territoriaux de l'Occitanie, plus Marseille, conseil départemental, et depuis très peu de temps, les chambres de commerce. Alors, c'est intéressant parce que je suis à Marseille suite à un passage de l'AFA au conseil départemental il y a de nombreuses années maintenant. Et dans le rapport à l'AFA, il était conseillé que le déontologue n'habite pas Marseille, qu'il n'habite pas les Bouches-du-Rhône non plus, et qu'on aille le chercher assez loin. Donc, par le réseau déontologue, je me suis retrouvé effectivement là-bas, et le travail est par contre remarquable. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour effectivement avancer de façon très, 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 très positive. C'est important. Alors, personnellement, je suis à la retraite, donc une indépendance totale. Ma carrière est terminée, on ne peut pas y toucher. Elle était plutôt intéressante, par ailleurs. Je suis ancien magistrat des juridictions financières, donc ce qui donne aussi une expérience réelle et sérieuse pour intervenir sur différents dossiers. Moi, je voulais insister sur un point, une fois de plus, hein, j'ai plein de choses à dire, vous me réinviterez si vous voulez, sur un point, c'est que le référent déontologue, le référent signalement, le référent, etc., ce n'est pas la même chose dans un ministère que dans les collectivités territoriales. Pourquoi ? Sur l'alerte, puisque c'est l'alerte qui nous intéresse aujourd'hui. Tout simplement parce que l'employeur public, il est derrière la porte, il est là tous les jours. Donc le contact est réel. Et cela, ça limite aussi le dépôt d'alerte, parce qu'on va être confronté directement à la problématique de la proximité. La proximité étant parfois heureuse, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et le deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir, Élise l'a un peu introduit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, moi j'ai traité 2 cas de lanceurs d'alerte au niveau local, qui se sont terminés tous les 2 par un article 40. Le premier, c'était avant 2022,
c'est l'intéressé lui-même qui a fait l'article 40. Donc moi, me suis contenté, si je peux dire, d'accompagner cet article 40 auprès du PROC. Et le deuxième, c'est après 2022, avec la totalité de l'anonymat. Alors là, c'est aussi un peu plus compliqué parce que derrière, in fine, il y a aussi la question de la protection fonctionnelle. Comment on gère cette protection fonctionnelle en sachant qu'au niveau local, comme au niveau national d'ailleurs, la protection fonctionnelle reste de la seule responsabilité de l'autorité locale. Comme l'enquête interne, elle reste de la seule compétence de l'autorité locale. Et aujourd'hui, moi, j'ai plein de questions et j'invite, mais ça c'est ma propre responsabilité, à ce que les enquêtes internes soient décentralisées, enfin qu'elles sortent de la collectivité. Parce qu'aujourd'hui, le maire, qui serait lui-même le harceleur dans une collectivité, il peut très bien prendre son stylo et son calepin et faire l'enquête interne lui-même. Donc, grosso modo, à 95%, ils suivent les recommandations et ils externalisent. Après l'externalisation d'une enquête, ça pose un problème. Est-ce que c'est les centres de gestion qui doivent la prendre en compte ou est-ce que c'est un cabinet d'avocats? Les cabinets d'avocats, alors je sais qu'il y a des avocats dans la salle, donc je fais attention, mais c'est un petit peu plus cher que le centre de gestion. Et les petites collectivités aujourd'hui ne peuvent pas aller vers ce type de prestations. Voilà, je m'en arrête là. Si, encore un point. J'insiste beaucoup au sein de l'association, et Élise le sait, sur l'indépendance du déontologue. Si le déontologue n'est pas indépendant, le boulot ne sera pas bien fait, c'est clair. Quand je vois des collègues qui aujourd'hui, et c'est tout à fait légal, qui ont été nommés déontologues alors qu'ils occupent le poste de responsable juridique ou de DRH dans les collectivités, à qui je leur demande « Ah si, je suis intervenant, vertueux, je suis indépendant et vertueux. » Oui, sauf que ta prime, le RIV7, il n'a pas augmenté un peu depuis que tu es déontologue? Si. Donc bon, la dépendance, voilà. C'est une question réelle aussi sur tout ce que je viens de présenter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste peut-être une question? Madame Barotte-Sarigny, peut-être devant. Merci beaucoup. C'est autant une question et observation. Donc, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, je suis effectivement étonnée de ces déclarations d'incompétence d'autorités administratives qui sont saisies finalement par des signalants et qui vont renvoyer le signalant vers une autre voie de signalement. Et je trouve qu'on doit perdre de l'information. Et je ne suis pas sûre que ça... Alors, ça se pratique vraisemblablement, je comprends, dans l'administration centrale. Je ne suis pas sûre qu'au niveau local, ce soit aussi rigide. Et parfois, un peu de souplesse permet de récupérer les signalements. Et c'est extrêmement dommage parce que le fonctionnement actuel est regrettable. Parce que l'alerte, finalement, l'alerte éthique, elle est arrivée en dernier lieu, la réglementation. Et c'est un peu le parent pauvre de l'alerte. Et donc, on se prive de la possibilité de le faire fonctionner alors qu'elle arrive à la fin. Et je me demande si une des difficultés, c'est qu'on ne nomme pas les choses. C'est-à-dire qu'on parle de alerte, violence sexuelle et sexiste, c'est clair. On sait très bien pourquoi on alerte. Et puis, à côté, on a le lanceur d'alerte. Mais finalement, ça ne représente rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi dans les organisations et au sein des administrations à nommer les choses? Parce que qu'est-ce qui reste comme alerte? C'est l'alerte corruption. Enfin, ce sont des mots qui sont forts et qui peuvent être un peu difficiles à employer de la part des organisations. Donc, c'est alerte corruption, alerte atteinte à la probité, atteinte au droit des marchés publics. Et je crois que ce pas à franchir en nommant les choses, il est très important. Et je ferai juste un point de comparaison avec le travail qu'on a fait, nous, défenseurs des droits, avec les autorités externes. On s'est aperçu que parmi les 41 autorités externes, celles qui communiquaient de manière pertinente, elles avaient des alertes pertinentes. C'est pas en créant un canal d'alerte en disant « je suis autorité externe chargée du recueil des alertes » qu'on a des alertes pertinentes. En revanche, quand on dit « moi, Direction Générale du Travail, je m'occupe de ça, mais ça, je ne m'en occupe pas », c'est-à-dire quand on donne des exemples et qu'on nomme les choses, je trouve que ça fait partie des moyens qui permettraient de progresser. Oui, moi, je pense que, comme tu le sais, moi, je suis, sans être dogmatique sur le sujet, je pense qu'on a à tort poussé à confier les fonctions de référent alerte aux référents déontologues. Et c'est ce qui se passe pour les collèges ministériels qui exercent tous les fonctions de référent alerte, mais pas signalement violence sexiste et sexuelle. Alors, moi, je pense qu'il faut mutualiser les dispositifs de signalement, c'est-à-dire signalement alerte et signalement violence sexuelle et sexiste, mais il faut mettre à part le référent déontologue qui, lui, n'a pas vocation à être saisi par des tiers,
mais par les personnes directement concernées et donc auprès desquelles il exerce une mission de conseil. Et cette confusion qui est dans le décret, je crois, hein, au départ c'était la circulaire de 2010, dans la loi même, je ne sais plus si c'est dans la loi ou dans les dispositions réglementaires, en tout cas c'est normatif. Le texte dit que le référent déontologue peut être le référent alerte et il y a une forme d'incitation dans le prolongement de la première circulaire de 2018. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Bien sûr qu'il faut mutualiser, qu'il faut éviter de multiplier les dispositifs et qu'il faut penser à leur articulation entre eux, mais je ne crois pas qu'il faille confondre déontologue et alerte et je pense que ça pose problème au niveau des collèges ministériels. Ça entraîne de l'irrecevabilité. Juste un mot, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Madame la représentante de la Défenseure des droits. Et d'ailleurs, on y réfléchit, mais il faut nommer les choses. Et donc, je pense que la plateforme commune que l'on mettra en place au sein du ministère de l'Intérieur pourrait s'appeler plateforme anti-probité ou voilà, signalement, de façon que l'agent sache vraiment à quelle plateforme il s'adresse, parce que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas du tout la même chose. Et on aura pas, je pense qu'on aura des retours. Alors, par contre, par rapport à ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, on aura d'autres sujets au niveau local, et on y réfléchit également. C'est celui des polices municipales. Donc le sujet a été abordé directement lors du Beauvau des polices municipales. On a quelques cas de corruption qui commencent à être révélés. Qui les traite? Comment sont-ils signalés? Quelles sont les inspections qui vont pouvoir travailler dessus? Étant précisé qu'à partir du moment où on va augmenter les prérogatives de police judiciaire des polices municipales, l'accès aux fichiers, qui est quand même le point déterminant pour les malfaiteurs, là, on est en train de le multiplier. C'était une simple observation. Dernière des dernières questions. Oui, simplement pour revenir sur l'intervention de Mme Untermaier-Carléo. Le dispositif qui existe au sein du ministère des Armées, dont je suis le référent déontologue ministériel, et s'appuie beaucoup sur les inspections, en fait. Et donc, en rapprochant les référents déontologues et alertes de l'inspection, et mes référents déontologues et alertes de différentes entités sont des inspecteurs, on résout quand même ce problème que vous soulignez, c'est-à-dire qu'on a confié la responsabilité du recueil et du traitement de l'alerte à des gens qui sont à la fois plutôt indépendants, qui ont des moyens d'enquête et qui peuvent traiter correctement les alertes. Et qui traitent aussi le signalement VSS, violence sexiste? Non, on a une cellule qui a été créée avant, et la réflexion d'un rapprochement des deux, c'est-à-dire référent déontologue et cellule Thémis, puisque c'est son nom, au sein du contrôle général des armées, est un projet que je porte. Voilà. Une fois de plus, je m'aperçois que j'ai des pouvoirs exorbitants, puisque je suis à la fois référent déontologue, référent laïcité, référent lanceur d'alerte, chef de l'inspection. C'est formidable. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et merci beaucoup à nos participants pour ces débats de haut niveau.